l'objectif, mais je pense qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui ont été dits, c'était de comprendre le comportement des composés volatiles lors de la distillation. Donc, la distillation en colonne, donc à la distillerie Bunel, la colonne, le circuit, donc le cidre était directement donc alimenté au niveau de l'échangeur, donc le chauffe-cidre, et introduit dans la colonne à distiller. Donc la colonne avait donc 8 plateaux d'épuisement et ensuite donc l'extraction donc des sydrases. Donc cette colonne est chauffée par un bouilleur et la vapeur émise introduite dans la zone de concentration. En fait, il y a deux plateaux, je ne sais pas très bien quelle est leur fonction, puisque il n'y a pas de reflux, donc voilà, donc ils sont là, mais les vrais plateaux de concentration sont ici. La vapeur émise est envoyée donc à l'extérieur des tuyaux, donc dans le faisceau, pour être condensée et refroidie. Le liquide est récolté au niveau de la bouteille connectée à la trompette de dégazage et le réglage donc du débit de distillat qui est refroidi avant de passer donc dans le porte-alcomètre on règle le débit par cette vanne et tout ce qui est en excès est renvoyé en reflux. Cette colonne est équipée d'un échangeur supplémentaire alimenté par de l'eau froide et à ce moment-là, l'objectif serait d'extraire des têtes, sauf que le circuit était totalement fermé et le liquide qui se forme, on ne sait même pas quel pouvait être le débit, était renvoyé en reflux. Mais il y a ce potentiel de pouvoir extraire des têtes. Il y avait aussi la mise à l'atmosphère par la trompette de dégazage. Cette colonne était équipée donc d'un débitmètre massique qui permet d'avoir en ligne le débit, la teneur en éthanol. Et nous avons échantillonné donc, au pied de la zone de concentration, une extraction donc du liquide qu'on appelle les queues. Ces queues étaient directement renvoyées vers le bac acide pour être renvoyées en alimentation. Donc en réalité, ça revient presque comme si le liquide était renvoyé avec l'alimentation. Sauf que ça permet de refroidir, donc d'introduire un petit peu de frigorie. Donc la colonne particulièrement instrumentée avec le suivi donc sur des températures. On a pu faire donc facilement les bilans et on a mis en œuvre la colonne pendant 36 heures avant de prélever les échantillons. Donc on peut considérer qu'on avait atteint le régime stationnaire. Donc comment se répartissent les composés entre l'entrée du cidre, la sortie, j'ai mis en rouge le cœur et le résidu, puisqu'à ce moment-là, vous avez une entrée et deux sorties, puisque les queues étaient complètement recyclées. Donc, pour simplifier un petit peu les schémas, j'ai considéré vraiment l'ensemble. C'est comme si je partais du bac à cidre et que les queues étaient recyclées dans le système. J'ai pas mis l'autre schéma, je me suis dit que c'était plus simple. Eh bien, on va retrouver les répartitions assez habituelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de différence entre la colonne et en tout cas de ce qu'on peut mesurer, des molécules qu'on a pu mesurer. Donc ici, vous avez les alcools. Eh bien, les alcools partent majoritairement dans le cœur, donc dans l'eau de vie, dans le distillat, sauf le 2-phényléthanol. Oh, ne veut pas changer. L'acétate d'éthyle passe majoritairement dans le cœur et on retrouve le lactate d'éthyle par donc ce qui est intéressant, c'est de voir celles qui vont pas donc dans le cœur. Donc on a bien les mêmes composés alors peut-être le butylacétate, j'ai pas assez de recul pour savoir si c'est sûr ou pas quoi. Bon, c'est une première approche, on a rarement l'occasion de voir l'ensemble de ces molécules. Alors j'ai essayé de comparer les cœurs.
le cœur de la colonne avec la bonne chauffe 2 de dédistillation à repasse. Mais comme la bonne chauffe 2 ne représente pas vraiment l'état stabilisé, j'ai pris le résultat de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de la simulation avec 8 bonnes chauffes et l'atteinte du régime stabilisé. Et j'ai comparé pour les différents composés. Donc, vis-à-vis de l'éthanol, en général, en colonne, on a un meilleur rendement, mais bon, ça se joue à 1%. Et vous voyez que sur les alcools, eh bien, on a à peu près, encore une fois, ça se tient entre la colonne et la repasse ou le discontinu. Et même chose pour le 2-phényléthanol. Et là, c'est dommage, l'alcool allylique qui vous intéresse, il n'y en avait pas dans le cidre de l'Arac, donc j'ai pas de données sur tellement, donc voilà, je peux pas, ou plutôt c'était à Bunel qui j'en avais pas. Donc voilà, donc on pourrait se dire que à approfondir, tous ceux où les valeurs sont différentes, à bien creuser, est-ce qu'effectivement c'est confirmé, il y a un comportement différent en alambic et en colonne. Mais là, je n'ai pu que comparer le cas de l'Arac et le cas de la colonne. Puisqu'à Bunel, on n'a pas fait de plein de distillation, donc je n'avais pas la composition du cœur. Bon, ça, je vais passer, hein, c'est beaucoup de texte. Je vais passer à la simulation. On sait, par expérience, on travaille sur la simulation maintenant depuis 2005. Il y a des composés où on a la certitude que l'on est capable de représenter leur comportement. On a des modèles thermodynamiques qui sont fidèles et l'expérimental va bien avec la simulation. Il y a des composés où on a une petite différence de comportement. Donc sur cela, on est un petit peu plus méfiant dans les résultats. Alors, à quoi va nous servir la simulation? Donc, j'utilise un logiciel donc pour la distillation à repasse qui s'appelle Batch Colonne, qui est développé par la société Prosim, qui est située à Toulouse. Donc, à partir de la composition du cidre, je peux mettre une composition et faire apparaître tous les composés que je sais simuler. Et on représente les étapes de distillation pour représenter le comportement de la distillation. Donc ici, vous avez la comparaison entre le profil de teneur en éthanol expérimental avec les points, simulé avec la courbe en rouge. Donc en haut, c'est la fraction massique en éthanol parce que les logiciels de simulation et en génie chimique, ils connaissent pas le TAV. Donc là, j'ai mis les valeurs brutes. Et la masse qui a été coulée, vous voyez bien qu'on ne voit même pas derrière la courbe simulée. Donc à partir du moment où on est capable de bien représenter les courbes d'éthanol, eh bien, on peut avoir confiance dans la simulation des composés volatiles. Donc cette fois-ci, l'intérêt de la simulation, c'est d'essayer d'imaginer au cours du temps comment se comportent les composés volatiles. Donc j'ai remis ici la courbe de teneur en éthanol et vous voyez que les alcools, les principaux alcools supérieurs ont des comportements similaires. Les valeurs sont différentes parce que j'ai tenu compte de la composition dans le cidre. Voilà. Et on se rend compte que c'est logique, ils vont se répartir comme se répartit à peu près l'éthanol. Par contre, il y en a un qui n'a pas du tout le même comportement que c'est le méthanol. On dit beaucoup de bêtises sur le méthanol. J'entends dire que le méthanol, on tire les têtes à cause du méthanol, donc c'est totalement faux. Le méthanol n'est pas particulièrement concentré en tête. Par contre, il s'étale tout le long de la distillation. Et puis, vous avez des composés. Pourquoi est-ce que le 2-phényléthanol est perdu dans les queues et le résidu? Eh bien, parce que ce composé est peu volatile à une certaine teneur en éthanol et sa volatilité augmente au fur et à mesure que la teneur en éthanol baisse, mais du coup, il en reste encore et il en reste dans la chaudière, donc on en perd dans le résidu. Bon, en fait, j'ai pas le temps de tout développer, mais en réalité, on peut tout expliquer du comportement des composés volatiles à partir de ce qu'on appelle des courbes de volatilité. Simplement ici,
J'ai mis en rouge, là, le 12, c'est la volatilité de l'éthanol. Vous savez bien que plus le TAV est bas et plus l'éthanol est volatile. Eh bien, vous vous rendez compte que la plupart des alcools supérieurs ont des volatilités qui sont supérieures à l'éthanol. C'est pour ça qu'on va les récupérer en majorité. Et par contre, le 2-phényléthanol, ben lui, voilà pourquoi on le perd. Parce que quand vous démarrez la distillation du cidre, eh bien, il a une volatilité qui est pratiquement égale à 1. Ça veut dire qu'il se concentre très très peu dans la phase vapeur. Et du coup, il n'a pas eu le temps de sortir suffisamment que la distillation est terminée, on a récupéré l'éthanol. Donc en fait, ces courbes de volatilité, elles nous permettent de tout expliquer. Et donc, il y en a un qui va particulièrement vous gêner, c'est l'acétate d'éthyle. L'acétate d'éthyle, j'ai pris les concentrations qu'il y avait dans le cidre, donc vous voyez qu'on a atteint des concentrations vraiment très importantes et c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes gêné, eh bien, il faut faire une petite extraction de tête. Et pourquoi il a ce comportement? Déjà qu'il est très concentré, mais en plus, il est extrêmement volatile. Donc, vous pouvez rien faire, vous le subissez. Par contre, on a vu qu'il y avait des esters qui vont sortir plutôt vers la fin et qu'on perdait. Donc, il y a le diéthylbutandioate. Et bien, lui, il a une volatilité qui est très, très faible. Et bien, du coup, il s'étale et puis il en reste plein dans le résidu et les queues. Donc, on en perd. Donc, maintenant, si on fait la bonne chauffe, pareil, même simulation du comportement de la teneur en éthanol. Là, les courbes, elles sont coupées parce qu'en fait, aux essais de l'ARAC, on changeait de bac. Et l'allure des courbes, alors vous voyez les alcools, là, c'est l'éthanol, et les alcools suivent le même comportement. Hein. Par contre, le 2-phényléthanol, lui, eh ben, ce n'est que quand le TAV a suffisamment baissé qu'il commence à se concentrer dans le distillat, mais du coup, on en laisse dans le résidu et les queues. À partir de là, j'ai comparé les répartitions, mais on ne va pas revenir, mais disons que tous les composés que l'on peut représenter par simulation, après on peut faire la même démarche de comparaison de leur comportement à la première chauffe et à la bonne chauffe. Et j'ai fait la même chose maintenant avec un autre logiciel, toujours développé par Prosim, qui s'appelle Prosim Plus, pour la distillation en continu. Donc, j'ai choisi le nombre de plateaux de concentration, d'épuisement, le débit d'alimentation, le débit de distillat. Enfin, j'ai fixé tous les paramètres. Et on peut voir par simulation le profil de teneur en éthanol du liquide dans la colonne. Non, c'est les débits, pardon. Les teneurs en éthanol sont là. Donc, on voit bien l'arrivée de l'alimentation, hein, avec une très forte augmentation du débit de liquide, et le profil de teneur en éthanol du liquide et de la vapeur. Donc en fait, la teneur en éthanol du liquide, elle reste relativement basse, et on peut du coup représenter le comportement des composés volatiles dans la colonne à distiller. Et encore une fois, donc le pauvre, j'insiste, donc le 2-phényléthanol, eh bien lui, comme il est très peu volatile quand la teneur en éthanol augmente, eh bien c'est comme s'il était reflué au niveau de la zone de concentration, et c'est pour ça qu'on voit qu'on en perd beaucoup dans le résidu. Voilà. Bon, ça je passe, on y est, hop, j'arrive à la conclusion et perspective. Donc, l'objectif du projet, ça a été d'analyser un très grand nombre de composés. Donc, il y a eu au total 66 composés, dont 37 esters. Mais malheureusement, on n'avait pas ils n'étaient pas quantifiables. Donc, moi, je me demande si dans des études, on ne devrait pas booster un peu. Moi, j'en viens à me dire, des fois, les solutions modèles permettent de enfin pouvoir caractériser le comportement des composés. En distillation discontinue à repasse, on a eu une bonne cohérence de répartition des composés entre les différents essais. On a pu déterminer la composition en régime permanent. Parfois, donc, l'exploitation est limitée par les problèmes de quantification et les difficultés expérimentales.
Et pour une première fois, là, on a fait une comparaison avec la distillation en colonne, mais on n'était pas dans le, on n'a pas, il faut qu'on puisse refaire presque l'étude, par exemple, à Bunel, quand elle est en régime stabilisé de fonctionnement à partir d'un même cidre, sans avoir à attendre qu'il y ait eu suffisamment de bonnes choses. Et la simulation, alors la simulation, elle aide à comprendre, à visualiser ce qui se passe et pouvoir tester, eh bien, combien il faudrait gérer de tête pour réduire la concentration dans le produit final, ou au contraire, quelle est l'incidence de la teneur en éthanol du coulage. Donc, il y a du potentiel d'étude. Mais il faut quand même à un moment donné valider la simulation pour vérifier la cohérence. Voilà, donc la suite, la simulation en tout cas, on est limité par le manque, je pense qu'il faut caractériser les différentes unités de distillation, notamment, je suis contente qu'il y ait des unités équipées maintenant de densimètres en ligne, parce qu'en fait, pour simuler, il nous faut le débit de distillat et le débit d'alimentation également, et la teneur en éthanol du distillat au cours du temps. Faudrait affiner la capacité d'analyse et peut-être regarder les acides. Et pour la simulation, il nous manque encore beaucoup de composés. En fait, il faudrait vraiment dire quels sont les composés d'intérêt. J'ai listé tous ceux dont on n'a pas les données expérimentales. Voilà. Bon, j'ai fait ma pub au passage dans les documents. Et merci pour votre attention. Merci Martine. Donc voilà, il nous reste, alors on va prendre un petit peu sur la pause, on peut faire 5-10 minutes de questions s'il y en a, sachant que, alors merci parce qu'en plus il y a des choses que j'ai appris, oui, et puis il y a des choses que j'avais même pas vues moi encore, donc parce qu'il y a des choses qui sont en cours d'exploitation encore, voilà, je vous disais, on a plein de données et on continue à essayer de les exploiter, donc sur la colonne notamment. Et puis dans mon exposé qui suit, je vous expliquerai des choses sur le 2-phényléthanol, sur l'acétate de 2-phényléthyl et le pourquoi on était intéressé. Oui, on a vu l'incidence effectivement sur les extractions de tête et de queue essentiellement, mais est-ce qu'on pourrait, par le biais de la simulation, regarder l'incidence en faisant monter le degré du cœur de chauffe? C'est-à-dire si on concentrait plus les alcools sur les cœurs de chauffe, que ce soit à colonne ou alambic à repasse, quelles sont effectivement les modifications chimiques que ça induirait? Alors, je pense que vu les modes de distillation, d'augmenter la teneur en éthanol. Alors, si on est en distillation à colonne, à mon avis, enfin, c'est dans quelle mesure, hein? Si c'est de 5 ou 10% volume, je pense que ça changera pas grand-chose dans la répartition par rapport à l'éthanol. En distillation en alambic, forcément, pour monter en teneur en éthanol, j'imagine que ça va modifier la coupe de secondes. Et là, à ce moment-là, effectivement, est-ce que c'est sûr? On peut le tester. Alors, ça peut être testé par simulation dans la mesure où on a la courbe de teneur en éthanol au cours du temps. Ça veut dire qu'il faut faire une distillation où on peut être sûr du suivi de la teneur en éthanol et de la masse, puisqu'on est en discontinu. À partir de là, on peut simuler. Mais il nous faut au moins la courbe d'éthanol, puisque le comportement des composés volatiles dépend de la teneur de la courbe d'éthanol. Enfin, mais c'est pas grand-chose d'avoir la teneur en éthanol, hein. Nous, on l'a même fait en termes de manip, rien qu'avec un petit densimètre, et de mettre une balance quand c'est un petit alambic. Sinon, on regarde les niveaux d'une cuve. Enfin, on s'en sort, quoi. On s'en sort. Mais je suis pas sûre. Enfin, justement, ça fait partie un peu de ce que je m'étais caractérisé les installations pour bien comprendre l'influence des conditions de fonctionnement sur la séparation des composés. Mais je suis pas sûre que ça change fondamentalement. En tout cas, sur les composés qu'on connaît. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des choses à voir. C'est toute la difficulté, c'est les composés qui sont
analysés en chromatographie en phase gazeuse avec injection directe parce qu'ils sont suffisamment concentrés, c'est peut-être pas eux qui ont le plus d'impact sur la qualité. Et après, on tombe dans des méthodes monstrueuses, difficiles, et pour quantifier les composés. D'où l'intérêt de tout ce projet Monarch où ont été mis au point beaucoup de techniques d'analyse. Et ça, pour moi, ça a une grosse valeur parce que vous ne pouvez pas envoyer vos échantillons à n'importe quel laboratoire qui ne connaît pas la matrice. Vous pouvez, un distillat, ça s'analyse facilement. Hein, mais dès qu'on sort de la matrice distillat, là, voilà, faut développer les méthodes. Rémi, il y a une question de Vincent. Oui, merci Martine pour la présentation. Est-ce que, on a bien compris ta diapo sur l'évolution des coefficients de volatilité en fonction du taux d'alcool, c'est ce qui va expliquer finalement tous ces comportements, donc c'est majeur. Est-ce que rien qu'avec ça, on peut prédire finalement, ou est-ce que tu aurais été capable de prédire les résultats? J'évoque comparaison colonne alambic charentais. Est-ce que finalement, ou est-ce que tu avais des résultats surprenants? Parce qu'on est passé assez rapidement, je trouve, ça, sur cette diapo. Ouais, en fait, on avait des concentrations, notamment en ester, qui étaient plus importantes sur la colonne. Est-ce que finalement, c'est surprenant ou c'était cohérent avec les données d'équilibre? Les esters, ils passent en tête de colonne. Alors, justement, comme on a travaillé là en Calvados et on avait pour la première fois travaillé en Armagnac, où en tout cas, là, le Calvados, on sort le distillat sous forme d'un liquide. Je reviens juste au schéma de la colonne. Parce que chaque colonne est un peu... Où est-ce qu'elle est, la colonne? Ah, voilà. Donc, ici, on est dans le cas où la vapeur émise va être condensée et c'est sur le condensat qu'on extrait le distillat. Bon, donc vous allez me dire, bah, et alors? Mais c'est ça qu'on renvoie dans la colonne. Ça veut dire que dans la colonne, dans ce type de colonne, et je ne sais pas si toutes les colonnes en Armagnac sont les mêmes, la teneur en éthanol sur les plateaux supérieurs va être du liquide et relativement importante. En Armagnac, par exemple, ils sortent, comme pour l'alambic charentais, sous forme vapeur. Ça veut dire que le liquide ne monte jamais en teneur en éthanol. C'est pour ça que même moi qui ai fait mes transparents lundi, les simulations ce week-end, tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, il y a une erreur, je passe. En fait, non, il n'y a pas d'erreur. Le liquide, il va bien... Voilà. La teneur en éthanol du liquide, là, dans le cas du Calvados, elle monte bien. Ça, c'est la teneur en éthanol des derniers plateaux de concentration. Donc, ce liquide étant plus concentré en éthanol, il y a toute une partie des composés qui ont des volatilités, je vais prendre voilà ceux-là, qui ont prenons le 2-phénylacétate qui a une volatilité inférieure à 1, ça veut dire qu'il a tendance à être reflué. Dès que la teneur en éthanol monte, il est reflué. Et en fait, dans les méthodes de distillation où on monte à des hauts TAV, on joue là-dessus pour séparer les composés. Mais vous n'avez pas le droit de faire des coupes. Donc, vous n'avez pas le droit de tirer. Mais dans le cas des colonnes en Calvados, peut-être qu'il y aurait un potentiel de réduction de la teneur en acétate d'éthyle si vous faisiez une extraction même d'un petit peu de tête, on a vu au niveau du condenseur, voilà, tête de colonne. Donc, c'est toujours la teneur en éthanol qui va expliquer. Donc oui, si on a les données d'équilibre, et il y a énormément de composés, moi c'est la première fois que je les voyais, donc j'avais pas le recul de me dire, est-ce que l'ensemble des analyses, ça tient la route, enfin, est-ce que ça va, et est-ce que leur comportement est normal? Voilà. Mais tout peut s'expliquer, enfin franchement, beaucoup de choses sont explicables, mais on n'a pas les données d'équilibre des composés volatiles. Après, on peut se dire, j'ai toute une catégorie qui se comporte de la même manière, donc j'assimilerai le comportement, voilà.
Mais il faut avoir suffisamment de données et on n'a pas forcément... ces données sont pas publiées. Enfin, et puis, il faut se méfier dans quelles conditions ça a été analysé. Voilà, c'est pas... On n'a pas ça en main.